Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Après Burger King et McDonald's, c'est l'enseigne de restauration Starbucks qui a lancé cette semaine au Canada son burger végétal. Les burgers sans viande sont de plus en plus prisés, notamment par les végétariens. Les grandes enseignes ne s'y sont pas trompées. Objectif affiché, maintenir un apport en protéines et réduire l'empreinte carbone. Dans ce marché qui est donc très porteur, le soja est présenté comme une alternative à la viande, mais il est de plus en plus controversé. Pourquoi et a-t-on raison d'avoir peur? Bonjour Pierre-Marie Aubert, vous êtes chercheur en politique agricole et alimentaire à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors il faut tout d'abord rappeler que le soja en tant que tel se présente sous différentes formes. C'est un aliment que l'on retrouve un peu partout. Absolument, le soja en fait, bonjour, pardon Guillaume Erner, le soja en fait c'est une matière compliquée, alors pour en parler bien il faut un tout petit peu parler de quoi on parle, dire de quoi on parle. En fait c'est une graine qu'on appelle protéagineuse qui contient de l'huile, des protéines et un peu de glucides, et elle a la particularité d'être consommée ou d'être utilisée sous 3 formes différentes. La graine entière qu'on va utiliser pour faire les burgers végétaux dont vous avez parlé, et puis on va utiliser aussi un processus qu'on appelle de trituration. On prend la graine et on va séparer l'huile de la protéine. On la triture. On la triture, exactement. Et avec l'huile, on va faire de l'huile alimentaire et un peu de l'huile pour les moteurs. Et avec le tourteau, qui représente l'essentiel de la masse, on va faire de l'aliment pour le bétail. Mais alors, ça n'est pas la pousse d'haricots mingo qu'on trouve au détail, c'est d'autres choses encore, le soja. C'est la même famille, mais effectivement, c'est une oléoprotéagineuse qu'on trouve essentiellement dans les Amériques, qui pousse un petit peu en Europe, mais pas beaucoup, pour des raisons essentiellement politiques, sur lesquelles on pourra revenir, et qu'on importe aujourd'hui massivement depuis les Amériques, en particulier l'Amérique latine. Alors, quel intérêt le soja a-t-il sur le plan nutritif, Pierre-Marie Aubert? Le soja, c'est une protéine qui est très intéressante nutritionnellement, parce qu'elle comprend la quasi-totalité des acides aminés essentiels, ce qu'on appelle, dont on a besoin pour se construire, pour se renouveler nos muscles, etc. Elle a cet intérêt très particulier, donc c'est effectivement un substitut aux protéines d'origine animale qu'on peut utiliser de plusieurs manières, dont les manières que nous propose aujourd'hui l'industrie agroalimentaire, mais traditionnellement, c'est pas exactement comme ça qu'on l'a consommé. Mais alors, est-ce que ça signifie que cela a exactement les mêmes qualités nutritives que la viande, avec des défauts en moins, alors sur le plan écologique? Eh bien, le soja, en tant que protéine végétale, il a une particularité, c'est qu'il est mieux digérable que beaucoup d'autres protéines végétales. La grande force des protéines animales, et en particulier de la viande, c'est son taux de digestibilité pour le consommateur. C'est-à-dire que quand il mange de la viande, il la digère facilement et il arrive à récupérer l'essentiel des protéines directement. Quand on mange des protéines végétales, c'est plus compliqué. Il y a plein de glucides et d'autres composantes de ces protéines végétales qui nous empêchent de les digérer facilement, qui nous font parfois faire des flatulences, etc. Donc le soja, il est mieux que les autres protéines végétales, mais effectivement, il est moins performant directement que certaines protéines animales. Bon, mais alors, on nous annonce une prochaine catastrophe sanitaire avec le soja. Par exemple, il est question de dire que c'est un perturbateur endocrinien. C'est un sujet qui est extrêmement débattu. Dans la pellicule de la graine de soja se trouvent effectivement ce qu'on appelle des isoflavones. Et ces isoflavones, elles imitent le rôle des œstrogènes. On appelle ça des phytoœstrogènes. Et leur importance, leur impact sur la santé et le développement, notamment à la période de la puberté, est effectivement discuté. Mais les méta-analyses un petit peu sérieuses qu'on trouve de la part des nutritionnistes montrent qu'on n'est pas aujourd'hui capable de montrer qu'il y a un impact. Ce qui ne veut pas dire que c'est absolument sans effet. Mais je voudrais juste rappeler une chose pour nos amis consommateurs européens et français en particulier, c'est qu'aujourd'hui, on consomme à peu près 0,6, enfin un petit peu moins d'1 gramme par jour de soja en moyenne en Union européenne. Ça donne une idée de ce qu'on consomme. Les Japonais, depuis des années, ils en consomment entre 10 et 20 grammes par jour. Et dans les années 80, la question était posée dans l'autre sens. Est-ce que le soja n'aurait pas un effet bénéfique qui expliquerait que les Japonais ont des taux de cancer bien inférieurs à l'Union européenne et aux États-Unis? On s'interroge souvent sur leur longévité. Le soja est malgré tout pointé du doigt pour des questions environnementales. Là aussi, c'est nouveau, mais aujourd'hui, c'est réel. Voilà, et donc c'est là où je pense qu'il faut en venir. C'est que la consommation de soja aujourd'hui par les Européens, elle est invisible.
elle est essentiellement sous la forme d'alimentation animale. Quand vous achetez du poulet, du porc produit de manière intensive, ce porc et ce poulet, il est nourri à partir de soja et de céréales. Ce soja, il est importé d'Amérique latine et il contribue à la déforestation. Et aujourd'hui, en Europe, 80% quasiment du soja qu'on consomme, on le consomme pour nourrir des animaux. Donc le vrai enjeu, il est là, il est dans la diminution de la viande produite avec ce soja, et il est parallèlement dans l'augmentation de la consommation de produits à base de soja, si ce soja, il est produit en France ou en Europe, parce qu'il va contribuer à rediversifier la qualité de nos paysages agricoles et à limiter notre impact sur le reste du monde. Mais alors, ça veut dire qu'il faudrait en consommer de manière directe, sans en donner aux animaux. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait être une solution qui serait plus saine sur le plan écologique, Pierre-Marie Aubert? Absolument, et c'est vers ça qu'il faut aller. Et donc nous, on a essayé de scénariser ces choses-là, et on voit qu'il faudrait doubler, tripler les surfaces en soja et en autres légumineuses en Europe pour parvenir à ça, pour s'affranchir de la dépendance aux Amériques en soja, pour réduire notre impact, et en même temps avoir une empreinte plus positive. Mais alors, c'est mieux, par exemple, que le maïs, parce que l'autre aliment qui est beaucoup donné aux animaux et qui est parfois un aliment OGM, c'est le maïs, Pierre-Marie Aubert. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste que quand on produit des animaux de manière intensive, on a besoin de leur donner de l'énergie, le maïs, et de la protéine, le soja. On a besoin des deux. Mais peut-être qu'il y a des plantes qui sont plus productives que d'autres. Et on pourrait imaginer qu'il soit plus facile de faire pousser, je ne sais pas, du soja ou du maïs, par exemple. En fait, si on veut nourrir des animaux, il y a deux solutions. Soit on les nourrit de manière extrêmement intensive avec des productions végétales qui elles-mêmes sont intensives, le maïs et le soja, soit on les nourrit avec ce qu'on appelle les leftovers. Alors pardon, j'ai un anglicisme qui me vient, mais on peut les nourrir sur la base de surfaces qui sont non directement productives en termes agricoles, donc de l'herbe, des prairies, tout ce qu'on va trouver dans les paysages, et tout pour tous les ruminants en particulier. Et là, on va avoir une production qui est extrêmement vertueuse sur le plan environnemental. Donc ce qu'il faut, c'est augmenter la part de notre alimentation animale qui est produite de manière vertueuse pour les ruminants, notamment dans l'herbe et les prairies, et réduire notre consommation de viande qui dépend de ce soja et de ce maïs intensif. Bon, bref, on peut donc conseiller à nos auditeurs de continuer à manger leur yaourt au soja s'ils en mangent un. Pierre-Marie Aubert, je rappelle que vous êtes chercheur en politique agricole et alimentaire à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. 7h21 sur France Culture.